Bonjour à toutes et à tous. Merci de nous avoir rejoints si nombreux à ce webinaire Covid-19 et affections hématologiques. Donc, tout d'abord, un grand merci à Takeda et à Medipédia qui sont à la base de cette initiative et un merci tout particulier aux associations de patients sans qui on aurait pu faire ce webinaire, l'association MyMu et l'association Action Lympho Wallonie-Bruxelles, et bien sûr nos deux experts de ce soir qui ont accepté avec plaisir de prendre un petit peu de leur temps pour venir répondre à vos questions. Le professeur Chantal Doyen, qui est hématologue au CHU UCL Namur, site Godine. Bonjour professeur. Bonjour France, bonjour tout le monde. Et le professeur Virginie De Wilde, chef du service d'hématologie à l'hôpital Erasme. Bonjour professeur. Bonjour à tous. Voilà, et donc moi je suis la modératrice pour le webinaire de ce soir. Mon nom est France Hamel et je suis journaliste médicale et j'ai l'occasion régulièrement d'animer ce genre de débat en live ou comme aujourd'hui en formule webinaire. Donc ici on va commencer peut-être par introduire le sujet avec le professeur Doyen. Donc aujourd'hui, on est, selon les derniers chiffres de Sciensano, à 44 293 cas de Covid-19 en Belgique. Professeur Doyen, est-ce que vous en avez vu beaucoup jusqu'à présent dans votre pratique? Bon, donc d'abord, je dois signaler que le professeur Doyen étant très vieille, son chef de service l'a mise à la maison, mais ce qui ne m'empêche pas d'être quand même très au courant de ce qui se passe à l'hôpital et de travailler par téléphone. Ça, on n'en doute pas. Bon, à Godine, on est clairement dans la province de Namur et on a des La patients moins du touchée. Luxembourg et du Brabant wallon. Et ce sont les trois régions où il y a le moins de cas de Covid diagnostiqués en Belgique. Mais on en a, il y en a quand même dans l'hôpital, pas si peu. Il y a eu aussi des transferts. Mais en hémato, on a eu uniquement 2 cas. Et en même temps, on a fait des petites enquêtes quand même entre nous, entre tous les hématologues, notamment ceux du myélome. J'ai encore refait une petite enquête rapide cette semaine et la plupart des gens en ont peu. Pour vous donner un exemple, Leuven, donc Michel Delforge, qui est le plus grand centre probablement en Belgique en nombre de patients, il y en a un en tout et pour tout. Il n'est pas arrivé cette semaine, mais cette semaine, il me répond qu'il en a toujours qu'un. Et la plupart des gens qui en ont signalé, c'est plutôt style 2. Il n'y a pas eu de myélome touché. Par contre, c'était 2 lymphomes. Mais par contre, il y a des endroits à Bruxelles où il y a plus de myélomes touchés. Mais ça reste des chiffres petits. Pour vous donner un exemple, à Saint-Luc, dans les patients du service d'hémato, il y a 10 patients touchés. Je pense 4 myélomes. Et Marc-Christiane Weckmans a fait une enquête vraiment avec un formulaire à remplir et tout. Et là, pour l'instant, elle est au courant de 18 patients myélomes en Belgique. Évidemment, ce n'est pas une enquête vraiment scientifique, puisque ça dépend de ce que les médecins ont répondu. Mais enfin, ça fait quand même peu, et dans notre groupe, on est assez interactif. Voilà. En gros, même si clairement, on a dit depuis le début, les patients immunodéprimés sont les plus à risque, ou sont dans les gens très à risque. Et si, en réalité, comme pour beaucoup de choses dans cette maladie, on ne sait pas du tout, malgré tout, ça ne semble pas être une catastrophe, en tout cas en ce qui concerne les patients myélomes. Peut-être que les lymphomes sont un peu plus touchés, mais il n'y a pas de chiffre évidemment tout à fait fiable, mais on n'a pas un signal très, très inquiétant. Professeur De Wilde, même impression chez vous, il n'y a pas beaucoup de cas jusqu'à présent. Donc, même remarque, on ne remarque pas en tout cas de signal fort d'avoir beaucoup de patients hématologiques hospitalisés dans notre réseau hospitalier. Évidemment, c'est un peu tôt pour être tout à fait affirmatif puisqu'on reçoit des chiffres qui sont assez globaux, mais ça fait depuis le début de l'épidémie, les hématologues belges se sont réunis dans des réseaux sociaux professionnels d'hématologues pour se tenir au courant globalement des cas, et on n'a pas de signal, quel que soit l'hôpital, d'avoir vraiment quelque chose d'alarmant au niveau des lymphomes. Et même chose pour les myélomes. En tout cas, pas quand le myélome n'est pas associé à d'autres facteurs de risque qui commencent à être décrits. On a aussi les tout premiers chiffres des rapports de l'OMS qui sont envoyés par certains hôpitaux de plusieurs pays.
Donc, on a des rapports qui commencent à concerner plusieurs milliers de patients hospitalisés. Et de nouveau, en chiffres très, très globaux, on n'a pas de signal qu'il y a une surreprésentation des pathologies hématologiques au sens large. Donc là, dans les derniers rapports, ceux d'aujourd'hui de l'OMS, il y avait un ordre de grandeur de 3% des patients hospitalisés qui avaient une maladie hématologique, mais il faut bien dire que ce sont toutes les maladies hématologiques confondues. Donc ça peut paraître beaucoup 3%, mais si on prend toutes les anémies, toutes les pathologies malignes et bénignes hématologiques, 3%, en fait, c'est assez faible. Donc, pas de signal fort pour dire que les patients hématologiques soient plus touchés que les autres. Sous réserve, évidemment, de données qui sont encore assez générales et préliminaires, bien entendu. Et pas non plus de signal tout à fait franc de gravité supplémentaire chez les patients qui doivent être hospitalisés. Voilà, sous réserve de vraiment du détail des pathologies hématologiques qui sont quand même fort variées. Bien sûr qu'un patient qui doit bénéficier d'une allogreffe, ce n'est pas tout à fait la même chose que quelqu'un qui a un myélome traité avec des lymphomes, avec des molécules perros par la bouche, par exemple. Ce n'est pas tout à fait comparable. Un petit supplémentaire, c'est qu'on peut se dire peut-être que les patients hémato, notamment les myélomes, les gens qui ont une greffe, sont quand même des gens qui peut-être ont mieux appliqué les mesures préventives parce qu'ils ont déjà eu l'habitude avant. En fait. Voilà, exactement. Exactement. Oui, c'est probable. Oui, ils sont drillés. Voilà, et donc au niveau aussi donc, de la gravité alors des patients qui développeraient un Covid-19 dans votre patientèle. Donc pour le moment, aujourd'hui, on a 4355 patients hospitalisés. Parmi ceux-là, 970 sont en soins intensifs. Chez vous, dans les patients touchés, ont-ils été jusqu'à la case soins intensifs? Oui, il y en a eu dans quand même pas mal d'hôpitaux. C'est vrai que la région de Namur est particulièrement peu touchée actuellement. Il y en a eu dans beaucoup d'hôpitaux de la région de Mons, de la région de Bruxelles et en Flandre aussi. Quand même, il y a eu des patients hématologiques dans quasiment tous les gros centres avec des soins intensifs. Mais de nouveau, pas avec une disproportion apparente par rapport aux patients aux soins intensifs qui présentent d'autres pathologies. Il n'y a pas particulièrement beaucoup de patients hématologiques aux soins intensifs. Il y en a. La plupart avaient quand même d'autres facteurs de risque, soit des comorbidités de type hypertension, soit l'âge, soit d'autres pathologies néoplasiques associées. Et donc, voilà, c'est une accumulation de facteurs de risque en général qui étaient présents chez ces patients. Mais bien, on ne peut pas affirmer ça complètement puisqu'on n'a pas de registre tout à fait formel. Non. Et en plus, quand même, c'est une maladie qu'on ne connaît pas. Et en fait, personne ne sait à l'heure actuelle pourquoi tel patient jeune et sans comorbidité fait des complications pulmonaires dramatiques et son voisin pas. Tout à fait. On n'en sait rien. Et probablement, il doit y avoir des caractéristiques de la personne elle-même, de ses polymorphismes, de je ne sais pas quel récepteur. Et ça peut arriver aussi bien chez un patient hémato que chez un non-hémato. Et ça, on est dans le grand mystère encore pour l'instant, même s'il y a des études en cours. Des questions qui nous sont arrivées par les associations de patients. Est-ce qu'il faut désinfecter les emballages quand on revient d'avoir été faire ses courses? Est-ce qu'il faut absolument veiller à aller faire les courses à des heures où il y a moins d'influence? Qu'est-ce que vous en pensez? Professeur Doyen. Voilà, c'est un petit peu bon. Je crois qu'il y a les mesures de base qui sont le lavage des mains fréquent, la distance sociale en dehors de son cercle restreint et des choses qui sont obligatoires et on en parlera sûrement à long terme. On ne va pas pouvoir maintenir la distance sociale pendant 1 an et demi, ça va être compliqué. Donc ça, il faut certainement faire. Et ça, les patients d'hémato, se laver les mains, normalement, ils connaissent. Faire ses courses aux heures de basse affluence, s'il y a moyen, oui, de toute façon, comme ça, on ne fait pas la file pendant une heure. Voilà. S'il y a moyen, ok. S'il n'y a pas moyen, non.
Par contre, désinfecter les emballages des courses, changer de vêtements quand on rentre à la maison, ça, c'est des choses, si on est vraiment très angoissé, peut-être qu'on peut le faire, mais je crois que personne n'a prouvé qu'il fallait le faire. Et je ne crois pas que les patients hémato doivent le faire plus que d'autres. Mais je connais des patients qui le font parce que ça les rassure. Bon, voilà. Mais chez moi, je ne le fais pas, par exemple, toute vieille que je suis. Je suis assez d'accord avec ce que dit le professeur Doyen. On a quand même assez peu de preuves de l'efficacité de certaines choses qui sont faites. Donc, les recommandations de mesures barrières très générales comme le port du masque, la distanciation sociale, le fait de se laver les mains sont quand même relativement bien établies. Après, se rajoute à ça toute une série de recommandations dont l'efficacité est quand même moins évidente et surtout quasiment impossible à maintenir à long terme. Et on parle bien d'une épidémie qui risque de se poursuivre pendant des mois. Et donc, il faut aussi se rendre compte qu'il y a certaines choses qui sont faites un petit peu dans l'urgence et la panique et qui, très, très probablement, ne vont pas perdurer dans le temps. Oui. Je crois que ce qui est arrivé plus récemment, c'est le port du masque auquel les hématologues comme Virginie et moi et toutes mes collègues hématos, on est très sensibles parce qu'on en met déjà souvent dans la vie médicale normale. Même dès qu'on a un rhume en consultation, on en met un. Donc, je pense ça, il faut vraiment essayer d'avoir des masques et tant qu'on ne nous les procure pas, ben voilà. Je me suis rendu compte que j'avais 2 voisines qui faisaient des très bons masques en tissu. Voilà. Essayez d'en trouver. Je ne sais pas coudre, mais voilà. Ça, il faut en trouver absolument. Je crois que ça, même si c'est pas obligatoire, même si c'est pas décrit comme obligatoire par les autorités, je crois que mettre un masque quand on sort, quand on peut pas être certain qu'on va rester à 1,5 mètre, 2 mètres des gens, il faut absolument le. Oui, c'est vrai que là, les autorités ne sont pas pour la population générale tout à fait formelles. Je pense qu'il est tout à fait raisonnable pour les patients, en particulier ceux en traitement, de porter un masque quand ils sortent de chez eux et quand ils ne sont pas sûrs d'être à distance des autres personnes. Ça, je pense que c'est assez raisonnable. Oui. Faut-il évidemment, les masques, ce n'est pas une solution miracle, ça ne doit pas nous empêcher d'essayer de nous tenir à distance ou de nous laver les mains. Et puis surtout, bon, il ne faut pas les employer n'importe comment, il ne faut pas employer 3 jours le même masque, il ne faut pas le toucher, il faut. Le fait qu'on a un masque, ça doit être une raison pour ne pas toucher son visage et pas pour chipoter au masque et pas pour le laisser en petit collier. Voilà. Donc, c'est vrai que c'est quelque chose qui est rapporté de manière très récurrente par les spécialistes des mesures d'hygiène générale. C'est qu'il est assez bien montré que les patients qui portent un masque ont tendance à se sentir hyper protégés. Oui. Parfois, en ne le mettant pas correctement. Donc, un masque bien mis, c'est vraiment un masque qui couvre le nez, qui est bien passé sur le nez, qui couvre la bouche en permanence et qu'on essaie de pas toucher en permanence. Le deuxième point, c'est que ce masque, c'est vrai qu'il n'y a pas des masques distribués, des masques professionnels partout, mais que tout masque est mieux que pas de masque. Oui. Et que donc, il est quand même tout à fait utile de mettre un masque en tissu. Et le troisième point, c'est que le masque également, il faut bien se rendre compte que le masque vise à protéger les autres personnes également. C'est plutôt la personne qui postillonnerait, qui protège les autres en mettant un masque. Oui. Et donc, voilà, c'est un petit peu une question de responsabilité collective de l'utilisation du masque dans des lieux collectifs. Oui, oui. Une protection pour soi, mais aussi pour les autres, et à bien utiliser, comme vous le rappeliez, à juste titre. Les autres mesures. Oui, tout à fait. À associer, voilà, avec les autres gestes barrières. Hein. Oui, oui, une mesure parmi d'autres. Alors, une autre question qui nous a été posée, le myélome augmente-t-il le risque de développer une forme grave d'infection au Covid-19 ? On a déjà en partie répondu. Oui, voilà. On peut se dire, voilà, le myélome, c'est une maladie où l'immunité est déficiente et où, par définition, on fait des infections, surtout bactériennes, mais aussi virales, des herpès, des zoonats, des choses comme ça.
et quand même beaucoup de problèmes de pneumonie. Donc, a priori, on se dit les myélomes sont très sensibles. On sait que l'immunité d'un myélome donné doit être peut-être pour quelqu'un qui est en rémission complète depuis 10 ans, a probablement des gamma-globulines qui se sont, des anticorps qui se sont formés normalement. Mais malgré ça, on voit de temps en temps des gens qui font des infections. Donc, a priori, on pourrait se dire que c'est un groupe très à risque. On a dit tout à l'heure, pour l'instant, on n'a pas vraiment un signal dramatique à ce niveau-là. En plus, on sait que les traitements qu'on utilise, comme la dexaméthasone, comme les imides, sont des traitements qui agissent sur l'immunité. Oui. La dexaméthasone, clairement, favorise les infections bactériennes et probablement les infections aussi. Donc voilà, c'est pour ça qu'on a dit qu'on essayait de limiter la dexa autant que possible en fonction des patients pour l'instant. Oui. Mais de nouveau, par rapport aux immunomodulateurs comme le Revlimid ou le pomalidomide, l'Imnovit, on n'a pas pour l'instant un gros signal, mais c'est trop tôt pour le dire. Oui. Et professeur De Wilde, de votre côté, pour les lymphomes? Alors, c'est un petit peu le même raisonnement. On n'a pas encore de données vraiment tout à fait fiables. Il y a quand même beaucoup d'avis d'experts qui ont recommandé d'éviter certains types de schémas qui sont particulièrement à risque, notamment d'infection au sens large, si des schémas alternatifs existent. Ce qui est très important, c'est de bien comprendre que c'est vrai qu'on est face à une infection qui est particulièrement contagieuse et dont la mortalité est élevée, mais ça reste beaucoup moins élevé que la mortalité d'une maladie néoplasique, d'un cancer qui ne serait pas traité. Oui. Il n'y a pas lieu de reporter des traitements qui sont curatifs et qui, pour des maladies qui, en l'absence de traitement, sont 100% mortelles. Donc, ça, il n'y a pas beaucoup de questions par rapport à ça. Par contre, c'est vrai qu'individuellement, chaque traitement est discuté pour chaque patient individuellement et chaque type de lymphome individuellement, en essayant de choisir, quand il y a plusieurs alternatives possibles, le traitement qui sera, dans la situation actuelle, le moins risqué en termes de risque infectieux de manière générale. Et on estime que c'est en tout cas une attitude raisonnable pour l'instant de choisir des traitements comme ça, sans avoir vraiment de détails sur telle molécule ou telle molécule qui serait plus dangereuse qu'une autre. Ça, on a encore peu de données. Et donc, empiriquement, on choisit les traitements les moins immunosuppresseurs. Donc voilà, donc bien insister que jamais arrêter un traitement sans l'avis de votre oncologue, de votre hématologue, et que c'est pas parce que votre voisin qui a un lymphome et qui change de traitement, vous allez changer automatiquement aussi votre traitement. Donc tout ça se discute avec votre médecin et à la moindre question, donc ne pas hésiter à le contacter, puisqu'on ne le répétera pas assez. Ici, ce ne sont que des conseils généraux, et puis alors à chaque patient s'applique un traitement individuel, et encore plus maintenant en temps de Covid-19. Alors, une autre question qui nous est arrivée, ça rejoignait la même chose, le même thème. Alors, ici, on passe aux récidives. Une infection Covid-19 augmenterait-elle le risque de développer une récidive précoce du myélome? Professeur, quel est votre avis là-dessus? Il n'y a aucun argument pour dire ça. Aucun. Et donc, voilà, on n'en sait rien, mais a priori, on ne voit pas pourquoi, parce que les autres infections non plus, en général. Il n'y a pas de lien direct, oui. Non. Par contre, c'est vrai que pour l'instant, bon, par exemple, une rechute de myélome, on peut caricaturer en disant il y a deux types. Il y a les gens dont la protéine augmente tout doucement et qui n'ont d'autres symptômes, pas de lésions osseuses, et ces gens-là, en général, on ne les traite pas, on attend les symptômes, mais a fortiori, pour l'instant, on les traite quand même quand la protéine augmente relativement fort, quand elle double en 3 mois, des choses comme ça. Oui. Là, pour l'instant, on se dit, on préfère temporiser. Par contre, si quelqu'un a une rechute symptomatique, mais ça ne se discute pas. Tout comme si quelqu'un a un myélome qui arrive avec un myélome qui doit être traité, on le traite de toute façon maintenant. Voilà, et donc comme professeur De Wilde, vous disiez tout à l'heure, donc en cas de symptômes, ne pas reporter une consultation avec le médecin,
les hôpitaux restent ouverts pour tous les patients. Il y a des circuits dans tous les hôpitaux qui sont distincts, zone Covid, zone non Covid. Les consultations aussi continuent en fonction des cas, en concertation avec les médecins, et les examens qui sont à faire doivent être faits. Absolument. Oui, Oui, vas-y Virginie. j'insisterai sur le fait que non seulement tous les hôpitaux ont mis en place des circuits, disons, autant que faire se peut, sans Covid, Covid propre, donc, et en particulier les hôpitaux de jour, de chimiothérapie ont toujours un double circuit et les circuits d'hospitalisation également pour vraiment garder des zones propres pour les patients qui doivent venir à l'hôpital. Et d'autre part, je pense que je ne pense pas me tromper en disant que tous les hôpitaux ont également mis en place des systèmes de consultation par téléphone. Oui. Donc, il est toujours possible de contacter les médecins pour poser des questions par téléphone. Donc, en cas de doute, il vaut toujours mieux téléphoner et poser ces questions avant de faire des choix par rapport à des traitements. Et même, ça peut être aussi des questions d'ordre de choix de vie, des choix de comportement. Est-ce que quand on se déconfine, est-ce que je peux faire ceci ou cela? On est là aussi pour répondre à ce type de questions, bien entendu. Voilà, donc une nouvelle phase de déconfinement qui va sans doute arriver dans les prochaines semaines. Donc, vous insistez que ce ne sont pas des bêtes questions, il n'y a pas de bêtes questions. C'est une nouvelle situation pour tout le monde. Et donc, n'hésitez pas à contacter votre médecin pour ces questions-là aussi. La téléconsultation, c'est maintenant l'art du professeur Doyen qui dit que maintenant elle consulte de son domicile. Donc, vous confirmez, professeur? Oui, je confirme. Alors, voilà. Je voulais vous dire par rapport au fait qu'il est très important d'aller à l'hôpital si on en a besoin. Oui. Et je ne sais pas si c'est très différent. Donc, à Godine aussi, l'hôpital de jour n'a jamais arrêté de fonctionner. Mais en réalité, nous, on contacte tous les patients à l'avance. Et donc, on a demandé, donc, en faisant une téléconsultation, on décide, en fait, en parlant avec le patient, s'il y a besoin qu'il vienne ou pas. Oui. Et donc, maintenant, moi, je ne suis pas là, mais il y a quelques patients où je trouvais qu'ils devaient venir quand même. J'ai demandé à des collègues de les voir. Voilà. Mais toutes les consultations qui sont annulées, en fait, c'est nous qui les avons annulées en accord avec le patient, mais après avoir discuté avec lui. Parfois en lui disant, bon, je voudrais bien que vous fassiez quand même une prise de sang, ou bien, bon, avec ce que vous me racontez, je préfère que vous veniez quand même, vous voyez. Voilà. Pas que les patients annulent leur consultation spontanément. Théoriquement, si elle est dans les conditions où elle ne doit pas avoir lieu, c'est plutôt le médecin qui doit le dire. Et donc, et franchement, en plus, bon, il y a eu une période, tout le monde le sait, où il y avait pénurie de masques et tout et tout. Maintenant, je crois que dans la plupart des hôpitaux belges, c'est résolu. Et que donc les circuits sont non seulement sécurisés, mais qu'en plus, probablement, vous avez un masque en arrivant et tous les gens que vous verrez de près en ont un aussi. Voilà, et comme vous disiez, donc tous les hôpitaux en Belgique ont pris les devants et ont contacté les patients qui avaient des rendez-vous et continuent à garder un contact avec les patients. On ne laisse pas leurs patients comme ça dans la nature du jour au lendemain. Mais on peut bien sûr aussi appeler les médecins, ça on peut le faire. Voilà, tout à fait. Vous restez joignable et il y a toujours un hématologue de garde qui peut... Oui, mais pendant les heures ouvrables, en général, on arrive à trouver son hématologue qu'on connaît mieux ou quelqu'un qu'on a rencontré. Donc même moi, par exemple, pour l'instant, les patients savent nous contacter. Oui. Voilà, donc professeur De Wilde, vous confirmez aussi. Oui, tout à fait. Moi, je confirme que tous les médecins sont disponibles et que tous les hôpitaux ont mis en place des distributions de masques à l'entrée des hôpitaux, systématiquement les mains à l'entrée des hôpitaux, et qu'il ne faudrait surtout pas que des patients qui sont atteints de maladies graves se mettent en danger en ne venant pas à l'hôpital. Ce qui est un petit peu la crainte de plusieurs médecins actuellement, parce que les messages ont été tellement forts et c'était logique de le faire. Mais maintenant, il faut quand même aussi passer à une phase où certaines maladies nécessitent une surveillance rapprochée, des prises de sang, des conseils, des adaptations de traitement. Et donc, il ne faudrait pas que les malades atteints de ces pathologies-là ne viennent plus à l'hôpital. Et c'est vrai pour l'hématologie, comme pour beaucoup d'autres maladies qui nécessitent quand même une surveillance régulière pour ne pas décompenser et se mettre aussi à risque d'autres maladies
que le Covid, qui n'ont pas disparu, bien entendu. Voilà. Justement, donc ici, la question suivante, par rapport à l'alimentation. Donc, je crois que chacun essaie un peu de se rassurer avec certaines choses par rapport à ce nouvel inconnu qui est le Covid. Et donc, est-ce qu'un régime particulier pourrait aider dans la prévention du Covid? Non, je ne crois pas. Enfin, je ne crois pas qu'il y ait des régimes Dommage. qui fassent un effet quelconque. Mais ce qui est très important, c'est de manger de la façon la plus équilibrée possible. De manger des fruits, de manger des légumes. En général, quand on a un régime équilibré, on ne manque pas de vitamines. Il y a toujours la vitamine D qui en Belgique est souvent un peu basse. C'est bon, la plupart des myélomes, théoriquement, s'ils n'oublient pas, ils ont du calcium et de la vitamine D dans leur traitement. Le problème de la vitamine D, c'est que souvent on oublie. Je suis la première à l'oublier. Donc voilà, je n'ai pas de recommandation particulière en termes d'alimentation, si ce n'est de manger un régime équilibré. Et donc voilà, même si maintenant on a le temps de cuisiner, théoriquement. Voilà. Et donc, ça, oui. Une alimentation équilibrée et une activité sportive minimum, même si on est tous confinés, quand même prendre l'air, bouger, ça reste important, professeur De Willy. Oui, c'est tout à fait la même réponse que je ferai pour le lymphome. Il s'agit plus de mesures de base, de maintenir une activité physique régulière et un régime diversifié. Alors, il y a évidemment pléthore de conseils diététiques en ce moment, avec voilà, des degrés de preuve qui sont en général minimes, si pas tout à fait inexistants. Par contre, je conseillerais toujours, en tout cas aux patients, de ne surtout pas payer très, très, très cher pour des suppléments alimentaires qui sont en général plutôt des opérations commerciales que réellement médicales pour favoriser leur santé, parce qu'on peut parfois dépenser beaucoup d'argent pour acheter des suppléments dont l'effet n'est pas du tout démontré. Et que je suis tout à fait d'accord avec le professeur Doyen, il vaut mieux manger diversifié, des fruits, des légumes et une alimentation équilibrée de manière générale. On a la chance en Belgique, en général, de ne pas être trop carencé. On a accès à beaucoup d'aliments tout à fait variés. Et donc, il n'y a pas lieu, en tout cas, de se supplémenter avec plein de suppléments alimentaires qui sont souvent très chers. Ici, une question qui arrive. Donc, peut-on prendre du zinc? Y a-t-il… Chantal, je crois que le zinc était déjà un peu à la mode avant le Covid, mais que le Covid se remet un peu. Il revient au bout du jour. Voilà. C'est un médicament, enfin, c'est une vitamine, c'est pas une vitamine, un minéral qui a été évoqué beaucoup pour favoriser l'immunité, et en particulier l'immunité antivirale. Notamment les dermatologues le prescrivent beaucoup pour les infections herpétiques, par exemple, depuis longtemps. Donc, on peut l'évoquer. Il n'y a de nouveau pas de preuve qu'il faut prendre des suppléments de zinc dans le cas du Covid. Mais ça fait partie effectivement de certaines vitamines, certains minéraux qu'on peut évoquer. Ne pas oublier que l'excès nuit en toute chose. Donc, quand on prend beaucoup trop de zinc, on peut devenir carencé en d'autres choses, notamment en cuivre, par exemple, et donc avoir d'autres problèmes. Et donc, on peut toujours discuter de prendre des complexes de vitamines, mais il faut toujours faire attention de ne pas surconsommer, parce que parfois, et par exemple, c'est le cas avec le zinc, si on en prend trop, ben, on devient carencé dans autre chose. Donc, il faut toujours être un peu modéré quand on décide de prendre ce genre de supplément. Et de préférence, parler avec son médecin au niveau son pharmacien au niveau du dosage. Voilà. Et en concertation avec son médecin qui connaît au mieux votre situation clinique. De la vitamine C aussi, on me demande. Mais la vitamine C, c'est un bon antioxydant. Alors, l'avantage de la vitamine C, c'est que si on en prend trop, on l'excrète, elle ne s'accumule pas. C'est pas comme la vitamine D. On peut en prendre, mais théoriquement, si on mange suffisamment de fruits, on n'en a pas besoin. Voilà, une bonne alimentation, c'est la base. Ça reste la base. Alors, on va passer… on voit que le déconfinement arrive. On commence à s'impatienter. Donc, une question par rapport à la reprise du travail de Caroline. Caroline nous demande
quid d'une reprise de travail dans une école en particulier quand nous sommes encore immunodéprimés, devons-nous continuer à privilégier le télétravail? Donc, c'est sans doute aussi une des mesures qui va être discutée au Conseil de sécurité et donc qui va être présentée tout à l'heure. Mais vous, en tant que médecin, dans cette situation-ci, les écoles avec une affection oncologique, hématologique, est-ce que ça fait bon ménage à la rentrée? Personnellement, je trouve que c'est assez difficile de répondre à cette question de manière globale, Oui. parce que vraiment, c'est une bonne question et qu'on va prendre en compte vraiment beaucoup de paramètres, l'âge de la personne, son affection hématologique vraiment précisément, le stade de sa maladie, quel traitement elle est en train de prendre. Donc, c'est difficile de répondre globalement. Est-ce qu'elle travaillait d'habitude avec son traitement? Est-ce qu'il y a eu des cytopénies ou des complications de ce traitement? Enfin, c'est difficile de répondre et ça va être souvent le cas, je pense. Et c'est pour ça que je disais, n'hésitez pas à téléphoner à votre médecin également pour ce type de questions parce que je pense que c'est une très bonne question auquel on ne peut pas répondre comme ça en 2 minutes. C'est que tous les centres d'hématologie ont des groupes d'experts qu'on appelle des concertations oncologiques multidisciplinaires. Et en fait, en général, ce genre de questions sont même posées à plusieurs hématologues en même temps qui envisagent différents paramètres, la situation précise de la personne, sa situation économique, médicale, personnelle. Il y a plein de choses dont on tient compte quand on fait des choix de recommandations pour une personne individuelle. Et donc ça, moi, j'ai du mal à répondre, je ne sais pas toi, Chantal, de manière globale. Je crois qu'on ne peut pas répondre de manière globale. Et c'est vrai que, allez, il y a des professeurs qui sont très lymphopéniques et qu'on a laissé reprendre le travail dans les années précédentes, c'est sûr. Oui. Chaque fois, on prend un petit rythme qui est, voilà. Et moi, j'ai eu plusieurs profs où j'avais pas trop de scrupules à les mettre en exemption, en écartement au début du Covid, quand il y avait encore l'école. Je me disais, bon, avec 200 lymphocytes à soi tout seul, c'est pas beaucoup. Même si on n'en sait rien, voilà. Mais à un moment donné, ça va dans le sens de la question suivante. À un moment donné, on va devoir faire des choix où effectivement on en discute entre nous, mais où même les médecins n'ont peut-être pas la réponse certaine, quoi. Oui. Et à un moment donné, il faudra se dire. Il faudra prendre des risques de toute façon. Quand on voit la question qui est à l'écran pour l'instant, programmer des sorties en famille à l'extérieur, ben, oui, ok, on pourrait dire l'idéal c'est de rester chez soi tout seul confiné, mais pendant 1 an ou 1 an et demi. On ne pourra pas le faire. On va devenir fou et donc à un moment donné, on va devoir peut-être se dire voilà, j'essaie de le faire en prenant le moins de risques possible et de le faire progressivement en suivant bien sûr les avis des autorités, puisque eux vont nous dire comment les experts infectiologues considèrent la question. Et aussi en se tenant au courant de l'actualité, parce que peut-être que maintenant, bon, le nombre de cas hospitalisés diminue. Maintenant, le virus, il est quand même dans la société. Donc, qu'est-ce qui va se passer avec les premières mesures de déconfinement? On ne sait pas très bien. Donc, je ne ferai peut-être pas des choses dès la première semaine, quoi. J'essaierai d'être attentif. Je crois qu'à un moment donné, on devra tous, on prendra quand même des risques, parce qu'il n'y a pas de... On ne peut pas rester confiné 1 an. Le risque zéro n'existera pas, mais à un moment donné où il va bien falloir prendre des risques, tout le monde dans la population, y compris les patients qui ont des pathologies chroniques. Oui. Mais je pense qu'il faut aussi bien comprendre que le confinement a aussi été établi pour éviter que les hôpitaux soient surchargés et qu'il y ait tout d'un coup trop de patients tous en même temps, ce qui a été quand même tout à fait bien géré. Ça n'a pas eu lieu, je pense, dans aucun endroit de la Belgique, on a dû refuser des patients parce qu'on n'avait pas assez de lits, pas assez de place, pas assez de soins intensifs. Donc ça n'a pas eu lieu. Et je pense que voilà, la communauté, disons, médicale et politique est vigilante à surveiller ça de près et adaptera les mesures en fonction justement de la saturation des hôpitaux. Mais on ne pourra pas en permanence rester chez soi à long terme parce que ce virus va circuler pendant probablement des mois. Et voilà. Et tant qu'on a la possibilité de donner à chacun l'accès à des soins tout à fait adéquats
prendre en charge cette maladie, ça paraît raisonnable d'avoir une politique de déconfinement progressif. Mais je suis assez d'accord avec la remarque de Chantal également, qui est de dire qu'il faut être attentif à ce qui se passe dans les semaines qui viennent et de voir un petit peu comment réévoluent les choses en fonction vraiment de la transmission du virus une fois qu'on aura commencé un déconfinement. On va éviter à en parler avec son médecin parce que lui, c'est peut-être qu'il y a dans votre histoire et dans les caractéristiques de votre prise de sang des choses qui lui feraient dire que vous devez être plus prudent que votre voisin dans la salle d'attente. Pour autant qu'on sache. Voilà. Voilà. Et puis alors ici, une question qui entre. Donc, certains pensent au déconfinement, d'autres viennent d'avoir un diagnostic. Peut-on lancer un traitement oncologique encore maintenant ici, alors qu'on est encore confiné? Donc, vous avez parlé tout à l'heure des activités essentielles qui continuaient dans les hôpitaux. Donc, les nouveaux traitements aussi, on initie encore des traitements aujourd'hui en plein confinement. Bien sûr. Et dans toutes les maladies hématologiques, enfin dans des tas d'autres maladies aussi, on a un petit peu parlé de ça tout à l'heure, mais c'est vrai que c'est vraiment très important de dire aussi, j'espère que vous n'aurez pas d'autres soucis. Mais bon, il y a des gens qui apparemment ont des douleurs thoraciques, qui font des infarctus à bruit et qui vont pas à l'hôpital. C'est une catastrophe parce qu'ils mettent leur vie et la fonction de leur cœur en danger pour l'avenir, alors que les hôpitaux sont parfaitement équipés pour les accueillir. Et dans toutes les maladies hématologiques, il y a des situations où on ne peut pas se permettre d'attendre 10-15 jours pour une leucémie aiguë, certains types de lymphome, mais parfois certains myélomes, et là, on commence le traitement. C'est toujours une question de faire la balance entre les risques et les inconvénients. Voilà, c'est ce qui a été défini par le gouvernement comme les activités essentielles dans les hôpitaux. Celles-là, elles ont bien lieu. Donc, si on vous diagnostique, on commencera le traitement s'il y a lieu de commencer directement. Ça ne vous empêchera pas de bénéficier de tous les soins dont vous aurez bénéficié avant la crise. Absolument, ça c'est certain, je crois, dans tous les hôpitaux. Et qui n'ont pas été réalisées, c'est celles qu'on pouvait remettre. Voilà. Mais tout ce qui est obligatoire, urgent, ça se fait, ça doit se faire, bien sûr. Le seul souci, c'est que si on est hospitalisé, pour l'instant, on n'a pas de visite, donc ça, c'est dur. Voilà, et alors maintenant on passe à Hélène qui est, elle, à l'autre bout du parcours, on va dire. Donc elle parle des personnes en rémission. Donc pour les personnes en rémission, est-on encore considéré comme immunodéprimé? Et que va-t-il se passer avec de nouveau le déconfinement? Que diriez-vous? Je veux bien commencer. Oui. Les personnes en rémission peuvent avoir une immunité très différente entre deux personnes qui sont tout à fait en rémission complète de leur myélome. Il y a des gens qui refont des anticorps normaux et d'autres pas, alors qu'ils sont en rémission complète. La même chose au niveau des lymphocytes. Certains ont l'air d'avoir un nombre de lymphocytes normaux, mais ça ne dit pas, le nombre de lymphocytes dans le sang ne dit pas toute l'immunité, loin de là. Donc, voilà, les patients savent bien qu'il y en a une partie d'entre eux, c'est peut-être moins vrai dans les myélomes que dans les lymphomes, chez qui on dit de continuer de la cyclovir et du Bactrim pendant parfois des années si leurs lymphocytes restent très bas. Et ça, c'est les manières quand même finalement assez limitées qu'on a de juger de l'immunosuppression. Donc, de nouveau, c'est très différent d'un patient à l'autre. Je crois, en plus, voilà, on peut dire d'une façon globale, probablement oui, peut-être plus dans les myélomes que dans les lymphomes. Je laisserai Virginie répondre. Mais... Voilà, professeur De Wilde, pour le lymphome. Alors, de nouveau, pour le lymphome, le lymphome, contrairement au myélome, il y a quand même beaucoup de sortes de lymphomes. Donc, de nouveau, c'est difficile de répondre pour tous les lymphomes d'un coup. Et j'aurais par ailleurs la même réponse que le professeur Doyen, c'est que l'immunité individuelle d'un patient après un traitement pour un lymphome peut être variable. Ça dépend vraiment de beaucoup de paramètres. Quand a été administré le dernier traitement, quel âge a le patient, comment ça moi l'a récupéré des traitements reçus. Donc, c'est difficile de faire une réponse globale. Mais c'est vrai qu'il y a quand même, contrairement au myélome, beaucoup de patients pour lesquels on utilise ce terme de rémission, mais qui sont en fait vraiment guéris
guéri pour toujours et chez qui on considère que l'immunité normale est restaurée. Donc, ça vaut la peine quand même de poser la question à votre hématologue. Il y a des patients dont le dernier traitement a été administré il y a plus de 2 ans. En général, on considère que leur immunité est redevenue normale, sous réserve d'autres paramètres qui peuvent interférer avec cette immunité. Et en général, c'est quelque chose qu'on a l'habitude de surveiller en consultation avec différents paramètres, notamment la production d'anticorps et des choses comme ça, qu'on vérifie quotidiennement. Et les patients qui n'ont pas récupéré une immunité tout à fait correcte, souvent le savent, parce que comme le dit le professeur Doyen, soit ils ont encore des médicaments qu'on leur propose pour les protéger de certaines maladies. Parfois, ils ont des injections d'immunoglobuline de manière récurrente parce qu'ils ont déjà fait des infections récurrentes. Et donc, ça, c'est évidemment des traitements qu'on ne va pas arrêter dans cette période-ci. Mais en général, les patients qui sont considérés comme guéris, qui n'ont plus aucun traitement, qui ne reçoivent pas d'anticorps de manière régulière, c'est probablement parce qu'on considère que leur immunité est redevenue normale. Voilà, avec toutes les restrictions que ça peut avoir du dossier personnel de chaque personne. Mais globalement, c'est plus ou moins ça. Oui. Alors, on va peut-être arriver maintenant au test. Donc, le jour où on aura plus de tests, ne serait-il pas prioritaire, nous demande Olivier, de tester les personnes ayant une affection hématologique et un cancer hématologique en priorité? Que pensez-vous, professeur? Le problème, c'est que vous demandez à beaucoup de spécialistes. Ceux qui sont spécialistes de populations qui ont été montrés à risque vont vous dire, oui, mais moi, mon patient, il est diabétique, hypertendu, il a une maladie pulmonaire, il va aussi trouver... Alors, évidemment, nous, on a beaucoup de cœur pour nos patients hématologiques, donc on aurait très envie de dire, oui, d'abord, la cancer hématologique. Je pense que c'est vraiment pas tout à fait vrai. Et d'autre part, il faut bien comprendre que ces tests ont des limites. Ils ont vraiment beaucoup de limites techniques et épidémiologiques et que donc vraiment utiliser le test comme un outil individuel, ça va être fort compliqué. On va beaucoup utiliser les tests au sens de la population générale. Oui. Ça, c'est sûr. On va utiliser les tests quand on fait rentrer quelqu'un à l'hôpital, par exemple, pour éviter que des gens porteurs du virus rentrent dans l'hôpital et qu'on ne le sache pas et que donc leur voisin de chambre ou l'infirmière confronté à quelqu'un qui est porteur du virus sans qu'on le sache. Ça, on va le faire beaucoup. Mais à titre individuel, pour des patients qui vont bien chez eux, ce sera en tout cas pas rapidement le cas. Et par ailleurs, on manque encore beaucoup de données médicales pour utiliser ces tests de manière, par exemple, en ce qui concerne l'immunité protectrice, on n'est pas du tout encore au point, malheureusement, pour pouvoir utiliser ces tests dans ce but-là. Professeur Doyen? Donc, c'est clair, je suis tout à fait d'accord avec ce que Virginie a dit. Bon, en s'agissant des PCR, enfin des tests qui mettent la présence du virus en évidence, bon, voilà, on a malheureusement été très limité, mais maintenant, ça va peut-être s'améliorer et c'est tout à fait dans les conditions que Virginie a dit. Pour les tests sérologiques, on peut aussi espérer que dans les semaines qui viennent, il y ait une espèce d'entente. Je ne sais pas si c'est plus au niveau politique que médical pour que ces tests puissent être disponibles, puisqu'on en parle depuis un mois. Maintenant, il ne faut pas se faire d'illusions. Dans les endroits où ils commencent à faire des tests à visée épidémiologique, le taux d'immunisation le taux de gens qui ont des anticorps anti-Covid est très faible. Il est en 10%, il est peut-être de 3-4%. En plus, pour l'instant, il y a un doute sur le fait que d'avoir des anticorps anti-Covid protège contre la maladie. Donc, à peu près nulle part. Mais c'est toujours la même chose avec le Covid, c'est qu'en fait, c'est une maladie qu'on ne connaît pas du tout, où on a pour l'instant ni traitement validé, ni vaccin, et où en même temps, à part la PCR qui permet avec un facteur d'erreur de peut-être 30% de mettre en évidence le virus, peut-être un peu le scanner thoracique, à part ça, il n'y a pas vraiment encore beaucoup de choses validées. Et peut-être dans 2 mois, on dira des choses très différentes. Hein, mais pour l'instant, tous les jours, on avance petit à petit. Alors ici, j'enchaîne justement sur les vaccins. Ici, Marie-Angela qui nous demande, une vie normale pourra-t-elle reprendre seulement quand on aura le vaccin? Une question un peu provocante. Alors, le vaccin, c'est comme tous les vaccins. Hein. On n'a pas de certitude qu'il y aura un vaccin. On n'a certainement pas de certitude sur quand
quand il pourrait y avoir un vaccin. Donc, je ne sais pas si on va reprendre une vie normale, mais il va certainement falloir s'habituer à vivre avec l'absence de vaccin pendant un certain temps. Et donc, cet ajustement-là, on peut actuellement pas tout à fait bien le décrire, et vous voyez bien d'ailleurs que nos autorités ont du mal à donner des informations, ça paraît souvent incohérent, Oui. et il faut se mettre à leur place aussi, ça doit pas être si simple de faire des recommandations pour des populations entières et pour des pays entiers. Donc, il va falloir trouver des manières de faire les moins mauvais choix. Et c'est vraiment de ça qu'on parle parce que on ne peut pas faire de choix parfaits quand c'est une maladie qu'on ne connaît pas encore et donc pour lequel on ne dispose pas de tous les outils. Et il est aussi possible qu'on doive s'habituer à vivre avec une maladie pour laquelle on n'aura jamais tous les outils. Et il y en a d'autres, des maladies pour lesquelles on est encore un peu démunis. Celle-là est particulièrement frappante, mais il y en a d'autres, en fait, des maladies pour lesquelles on est parfois démunis au niveau de la médecine. Alors, nous, on vit dans des sociétés qui sont extrêmement bien pourvues en soins médicaux, donc on a pris l'habitude de ne plus tellement accepter qu'il n'y ait pas de réponse médicale. Mais là, il va falloir quand même s'habituer à se dire, bon, voilà, ça c'est une maladie qui va circuler, pour laquelle on va faire le mieux qu'on peut, mais on n'aura pas forcément quelque chose de tout à fait parfait, en tout cas dans l'immédiat. Voilà, donc pour alors continuer sur les vaccins, ici je reçois une autre question. Christophe qui nous demande, peut-on se faire, voilà, j'ai un lymphome, puis-je me faire vacciner contre le pneumovax 23 pendant la pandémie? Alors, oui, ça fait partie typiquement des traitements s'ils ont été considérés comme indiqués par le médecin traitant ou l'hématologue traitant ou le pneumologue traitant, je ne sais pas qui a pu prescrire le vaccin. Il faut bien sûr continuer à administrer. On n'est pas évidemment protégé s'il y a des risques de pneumocoque qui sont évidemment persistants au cours de l'infection à Covid-19, bien sûr. J'ai une autre question ici par rapport au lymphome. Pour vous, dans le cas d'un lymphome hodgkinien, combien de temps après la fin du traitement est-on considéré comme personne à risque pour le Covid-19? Donc ça, on l'a un peu évoqué tout à l'heure, il n'y a pas… Voilà, ça, de nouveau, c'est très difficile de répondre globalement parce que le lymphome de Hodgkin, c'est vrai que c'est un des sous-types, on peut considérer que c'est simple, mais en fait, pour le lymphome du Hodgkin, il existe vraiment plusieurs modalités de traitement. Il y a des patients qui vont avoir que de la chimiothérapie, d'autres de la chimiothérapie et de la radiothérapie. Le nombre de cures va être différent d'un patient à l'autre. Donc, de nouveau, c'est difficile de répondre globalement. Alors, c'est vrai que souvent, ce sont des patients jeunes qui n'ont pas trop de complications, mais il y a aussi une population de patients plus âgés qui va peut-être avoir une immunodéficience qui va être un peu plus prolongée. Donc, c'est difficile de répondre globalement. Je dirais un peu ce que j'ai répondu tout à l'heure. Quelqu'un qui est vraiment en rémission complète depuis 2 ans est considéré comme guéri. Il y a encore des surveillances, mais à partir du moment où on a pu arrêter tous les médicaments supportifs anti-infectieux, c'est probablement qu'il a été constaté dans les prises de sang que son immunité est redevenue normale, mais sur réserve voilà, des résultats sanguins de chaque personne, bien sûr. Oui. Donc on continue alors avec vous. Je suis en rémission d'un lymphome. Cela fait 10 ans maintenant que je résiste. Je me suis inscrite pour une croisière de 8 jours dans des îles croates. Est-il raisonnable d'envisager ce voyage? On voit que les périodes de vacances arrivent. Oui, ça va être une vraie question pour tout le monde. Alors, disons, je répondrai en 2 temps. On n'est quand même pas tout à fait sûr actuellement que ce type de voyage ne va pas être annulé pour la population générale parce que, voilà, en ce qui concerne, alors moi, ça, je suis vraiment évidemment pas experte, je ne pourrais pas répondre pour l'ouverture des frontières, l'ouverture des grands hôtels et des croisières, c'est typiquement des populations qui sont assez bien confinées. Et on a tous suivi les actualités sur, d'une part, le porte-avions français militaire et d'autre part, une croisière plus lointaine où la transmission dans ce type de bateau a été particulièrement importante.
c'est vraiment un milieu confiné où le virus a circulé pas mal. Donc, c'est certainement pas le premier type de vacances qu'il faudra choisir, des vacances de groupe dans un lieu confiné. Voilà, c'est pas tout à fait le premier type de vacances qui vont, à mon avis, refaire surface de manière générale. Hein. Et alors, pour quelqu'un qui est en rémission depuis 10 ans, je pense pas que cette personne, de nouveau sous réserve de son dossier médical complet, soit plus à risque que quelqu'un d'autre. Je pense que cette mesure-là, elle est plutôt globale. Ce sont des lieux d'échange de groupe. Après, une fois que les collectivités vont réouvrir, les concerts vont réouvrir, ce sera à chacun de mesurer, de faire la balance entre son besoin de faire ce type d'activité et le risque encouru. Donc voilà. Mais je ne pense pas qu'une personne en rémission complète d'un lymphome depuis 10 ans et qui ne prend pas de traitement particulièrement immunosuppresseur soit plus à risque que la population générale, par contre. Voilà. Alors, mes sœurs ont peur de me contaminer, pourtant j'attends avec impatience le moment où on pourra voir les membres de sa famille. Quelles précautions prendre ici, même en Belgique? On va pouvoir, on parle de groupe de 10 peut-être, on va pouvoir revoir sa famille proche, un groupe d'amis restreint. Par rapport à la vie normale, y a-t-il des précautions à prendre en plus dans les prochains jours, là, quand on va pouvoir se revoir un petit peu plus? Alors, de nouveau, hein, c'est difficile de faire une réponse globale parce que ça dépend du patient, de son âge, est-ce qu'il est en cours de traitement, est-ce qu'il est en rémission, depuis combien de temps. Par ailleurs, de manière tout à fait pragmatique, il ne va pas être possible d'être seul chez soi pendant des mois. Donc, je pense qu'il est tout à fait raisonnable de voir des proches et de nouveau de faire plutôt attention aux gestes barrières dont on a parlé au début du séminaire, à savoir lavage de mains, rester à distance, porter un masque, demander aux gens de porter un masque en particulier si on est en traitement. Ça, je pense que c'est quand même raisonnable de demander aux visiteurs de porter un masque. Mais qui sont des mesures dont les patients hématologiques en traitement lourd ont l'habitude, ne pas voir de gens malades. C'est des recommandations qu'on a l'habitude de donner. Et j'étais assez d'accord avec ce qu'a dit le professeur Boyen au tout début, c'est qu'il est possible que les patients qui ont des maladies hématologiques aient mieux respecté des mesures d'hygiène de base parce qu'elles les connaissaient déjà. Voilà, tout à fait. Donc voilà, je pense que le webinaire touche tout doucement à sa fin. On voudrait ici, toute l'équipe, remercier les organisations de patients, MALMU, l'association Action Lymphome Wallonie-Bruxelles, parce que sans elles, eh bien, ce webinaire n'aurait pas pu avoir lieu. Je crois que vous étiez très nombreux à nous rejoindre parce que vous étiez nombreux à avoir des questions. On est dans une période compliquée avec des questions qui arrivent, qui ne sont pas là en temps normal. Donc, on remercie aussi les professeurs Chantal Doyen et Virginie de Wilde d'avoir été parmi nous pour nous éclairer. Nous remercions aussi donc Takeda et Medipédia qui sont à la base de cette initiative. Et nous voudrions aussi remercier ceux qui ont relayé cette initiative, ce webinaire, donc Radio-Org et aussi la Fondation contre le cancer, et qui ont permis à de nombreuses personnes ce soir, on était plus de 200 pour vous écouter, professeur. Donc, un grand merci à vous. Voilà, un grand merci à vous tous. Une excellente soirée et une bonne fin de confinement et un bon déconfinement.